Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Histoire criminelle. Au sommaire de notre dimanche, comment comprendre la décision de la justice suisse de remettre en liberté Jacques Moretti, le gérant du bar Le Constellation où 40 personnes sont mortes le soir du 31 décembre. Un de ses amis a payé la caution de 200 000 €. Il est donc libre, comme si de rien n'était, ou presque. Pourrait-il s'enfuir, comme le redoutait la justice suisse initialement? Tous les éléments de réponse dans un instant. Et puis, comment accepter l'inacceptable? Il y a quelques jours, la Cour de cassation a décidé que le meurtrier présumé, qui a avoué le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti, ne serait jamais jugé, ni même inquiété. Pourquoi? Parce que ses aveux, 34 ans après les faits, tombent sous le coup de la prescription. Pour Thierry Bonfanti, l'époux de Marie-Thérèse Bonfanti, c'est une injustice de trop. Il lance un appel aujourd'hui au garde des Sceaux. Il sera notre invité exceptionnel sur ce plateau dans un instant. Et puis cela fait 35 ans, quasiment jour pour jour, que la petite Anaïs Marcelli a été enlevée à la sortie de l'école. Son corps sera retrouvé quelques mois plus tard, étranglé, abandonné sur le bord d'un chemin. Depuis 35 ans, sa famille se bat pour savoir qui se cache derrière le mystérieux corbeau, qui a au moins 7 reprises à revendiquer cet acte terrible. La vérité est-elle encore possible 35 ans après? Les éléments de réponse, ce sera dans la deuxième partie de l'émission Histoire criminelle. Soyez les bienvenus, chapitre 19. Tout de suite, le fait de la semaine. Et beaucoup d'interrogations depuis quelques heures sur la libération de Jacques Moretti. Vous le savez, il s'agit du gérant du bar Le Constellation où 40 personnes ont trouvé la mort le 31 décembre, plus d'une centaine de blessés graves. Il y a un peu plus de 15 jours, il avait été placé en détention provisoire pour risque de fuite et le voit donc désormais en liberté. Pourquoi? On va essayer d'y voir plus clair avec Marie Belot. Bonjour Marie. Bonjour. Journaliste police-justice TF1 LCI. Alors d'abord Marie, expliquez-nous pourquoi Jacques Moretti est-il désormais libre? Eh bien, tout simplement parce qu'en Suisse, ce n'est pas tout à fait comme en France. La détention provisoire, c'est un régime d'exception. Ça doit rester exceptionnel. Le principe cardinal, c'est de rester libre jusqu'à son jugement. Donc, les juges essayent de trouver des mesures de substitution moins coercitives que la détention. Ce serait un peu l'équivalent de notre contrôle judiciaire à nous. Donc, on est libre, mais quand même avec des contraintes. Il a tout de même dû verser une caution de 200 000 francs suisses, soit 215 000 €. Alors c'est intéressant, cette caution elle était quand même extrêmement importante. Qui a payé? Alors un mystère, il y a un mystérieux donateur. On n'a pas son identité, il a préféré rester anonyme. Mais ce qu'on sait de la justice suisse, c'est que ce serait un de ses très bons amis. Les journalistes italiens, on le sait, ils sont assez coriaces, ils ont essayé d'en savoir plus, d'enquêter un peu sur le cercle amical de Jacques Moretti. Ils en sont arrivés à la conclusion qu'il avait assez peu d'amis en Suisse. Néanmoins, à la justice, il aurait donné 3 amis proches. Il parle d'un notaire, d'un assureur et d'un troisième homme avec lequel il fait souvent affaire. Donc peut-être que le donateur se trouve parmi ces 3 hommes. Ce qui est sûr, c'est que la somme et la provenance de ces fonds a été vérifiée par le ministère public suisse et c'est ce qui lui a permis d'être libre aujourd'hui. Alors, il ne dort plus en prison, mais il faut quand même être complet. Il y a des conditions qui sont venues contraindre quand même sa liberté. Oui, il n'est pas laissé complètement dans la nature. Alors, il n'a pas de bracelet électronique. C'est ce qu'avait demandé la procureure, mais finalement, ce n'est pas ce qu'a décidé les juges. Il a une interdiction de quitter la Suisse. Il a dû laisser tous ses papiers d'identité et de séjour au ministère public et il doit pointer chaque jour dans un commissariat, mais pour des raisons de sécurité, le lieu de ce commissariat ne nous a pas été donné, tout simplement parce que il y a des risques, soit que les journalistes viennent solliciter ce prévenu, ou que des familles puissent l'interpeller. Alors il y a ces garde-fous qui ont été posés par la justice pour permettre sa libération, mais quand même, quand on reprend les motivations pour lesquelles il avait été placé en détention provisoire il y a un peu plus de 15 jours, risque de fuite, le risque de faire disparaître des preuves, de faire pression sur des témoins, tout ça a disparu? Alors le ministère avait justifié son placement en détention surtout pour le risque de fuite. C'était pour eux le motif principal. Ils estiment qu'en enlevant ses papiers d'identité, en l'obligeant à pointer tous les jours, ce risque-là disparaît. Ce n'est pas l'avis des familles qui estiment qu'il peut malgré tout s'enfuir. Et ce qui énerve surtout les avocats de ce dossier, les avocats des familles, c'est que le risque de collusion, il est toujours là. Cet homme, il est de fait chaque jour avec sa femme. Ils peuvent très bien se mettre d'accord sur une version à donner aux enquêteurs.
enquêteurs. Il y a un risque aussi de faire pression sur des témoins, d'appeler par exemple d'anciens employés du Constellation et de leur indiquer certaines choses à dire ou non à la police. Et puis il y a la destruction de preuves, en effet. On ne sait pas s'il n'y a pas des échanges de messages sur des ordinateurs ou des téléphones portables qui pourraient être utiles à l'enquête et que le couple pourrait très bien effacer avant d'avoir été entendu par la police à ce sujet. Alors c'est évidemment toutes les inquiétudes des avocats, des parties civiles qui sont vent debout dans ce dossier, et puis les familles des victimes qui ont vécu ça, mais de façon terrible, comme une forme de trahison même. Oui, j'ai eu beaucoup d'avocats hier au téléphone. Ils me disent tous que, en fait, ça ajoute de la douleur à la douleur, et que, en un sens, ils auraient presque préféré que ce Jacques Moretti refuse sa remise en liberté, presque en signe de compassion envers les victimes. Ça aurait été un geste très fort. Voilà ce que me dit un avocat. J'ai surtout eu hier en interview la mère d'Arthur, 16 ans, qui est décédée dans l'incendie de Crans-Montana. Et pour elle, cette libération est insupportable. Écoutez. Bien sûr que c'est difficile à concevoir. Qu'hier soir, il a mangé tranquillement autour de la table. Alors que nous, parents, il y aura toujours une place vide autour de notre table. C'est insupportable, et puis je pense que le mot que nous sommes en train de vivre n'a pas encore été créé. Le mot n'existe pas. Il n'y a pas de mot à ce que nous sommes en train de vivre. C'est terrible parce qu'à la douleur, ça crée de l'incompréhension, ça alimente aussi beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de choses qui circulent, notamment sur la manière dont est conduite cette enquête. Est-ce que, alors difficile de juger, on n'est pas dans le cœur du dossier, mais est-ce que cette enquête, on est fondé à dire qu'elle est quand même bizarrement conduite ? Quand on regarde ça en tant que Français, quand on a l'habitude d'instructions qui sont menées en France, oui, il y a des choses qui sont surprenantes en tout cas. C'est sûr que ce qui, moi, en tant que journaliste police-justice, me surprend, c'est que le domicile de ce couple n'a pas été perquisitionné, que le personnel de la mairie n'a pas été entendu, notamment les personnes qui sont censées faire ces fameux contrôles de sécurité dans les établissements. Là, on apprend par la mairie qu'il n'y a pas eu de contrôle pendant 5 ans. Pourquoi ces personnes qui sont en charge de la sécurité des établissements n'ont toujours pas été entendus? Pourquoi la mairie n'a pas été perquisitionnée? C'est ce que disent les avocats suisses qui ont l'habitude des procédures, et même pour eux, ça paraît surprenant. Il y a une espèce d'avis général qui émerge, c'est que ce canton du Valais n'est pas suffisamment capé, expérimenté pour une enquête d'une telle ampleur, avec une telle pression médiatique et une telle pression internationale, puisqu'on le sait, les victimes viennent de plusieurs pays. Et d'ailleurs, l'Italie, très mécontente de la remise en liberté de Jacques Moretti, a demandé à son ambassadeur de revenir en Italie. Et on sait ô combien sont précieux les premiers temps d'une enquête, donc il ne faut pas les gâcher. L'enquête, il y en a quand même une qui se conduit. Il y a eu une nouvelle audition cette semaine de Jacques Moretti. Est-ce qu'on sait ce qu'il a dit? Il a été interrogé sur le fond du dossier, cette fois. Oui, alors on a eu moins d'informations que lors de sa première audition, parce que mine de rien, ça ne se fait pas devant les caméras. Ce qui est un peu différent par rapport à la France, c'est que ces auditions, elles se font en présence des avocats des victimes qui peuvent poser des questions aux prévenus pendant l'interrogatoire par les juges. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout chez nous. Et les avocats des victimes nous ont dit qu'ils étaient à la fois satisfaits parce que Jacques Moretti répond à toutes les questions qui lui sont posées, assez brièvement, mais il répond à toutes les questions. On n'a pas eu le contenu de ses réponses, mais ils sont satisfaits sur ce point. On sait sur le fond aussi que Jessica Moretti a été très émue lors de son interrogatoire, qu'elle a beaucoup pleuré, mais on n'a pas eu plus d'avancées sur le contenu de l'enquête, sur ce qu'il s'est dit lors de ces 2 jours d'audition. Merci beaucoup Marie, c'était passionnant de décortiquer cette décision qui fait beaucoup réagir évidemment avec vous. On continue à suivre l'enquête grâce à vous, grâce au travail du service police-justice de TF1 LCI. Et tout de suite, nous on va rejoindre nos grands témoins. Avec une question finalement assez simple et terrible ce dimanche dans Histoire criminelle. Comment vivre en sachant que l'homme qui a tué votre épouse, qui a avoué les faits, est libre, ne sera jamais jugé, ne sera jamais inquiété par la justice? Cette question posée que ça, elle semble même absurde. Et pourtant, c'est bien ce qui arrive à notre invité du jour. Thierry Bonfanti, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, maître Bernard Boulou. Bonjour maître, merci d'être là. Vous êtes l'avocat historique de la famille Bonfanti, très engagé sur ce dossier. On va évidemment reprendre toute votre histoire, Thierry Bonfanti, mais avant... évidemment, vous êtes là pour Marie-Thérèse Bonfanti, votre épouse, on la voit ici. Marie-Thérèse Bonfanti, pour laquelle vous vous battez depuis 1986. Il y a 8 jours, la Cour de cassation a donc décidé que l'homme qui l'avait tué, qui a avoué, qui a reconnu les faits, qui a indiqué où son corps était enterré, on va reprendre tout ça, que cet homme
ne serait pas poursuivi parce qu'il y a prescription. Avant de rentrer dans le détail, je voudrais savoir comment vous avez reçu cette décision. Cette décision a été une déflagration, un coup de poing, on va dire. On n'a pas compris, absolument pas compris, le rendu de la Cour de cassation, puisque auparavant, le 28 novembre, il y a eu tout le délibéré qui a été fait, et semblait donc se passer correctement les choses, puisque le premier président de la Cour de cassation avait lui fait des interviews et semblait assez volontaire pour faire changer, un petit peu la loi sur la prescription. Ça veut dire que quand vous êtes rentré dans cette salle de la Cour, vous aviez dans la tête que vous alliez ressortir avec, entre guillemets, une date de procès ? Oui, même si on était un petit peu sur l'interrogation, parce qu'on se préserve quand même. Mais effectivement, j'y croyais quand même. Je pensais quand même que tous les points étaient réunis pour qu'on ait un avis favorable. Comment ça se passe depuis 8 jours ? J'imagine qu'il y a plein de gens qui vous en parlent parce que cette décision, elle a fait énormément réagir. Oui, beaucoup de réactions, on va dire même dans la France entière, puisque moi-même je connais quand même beaucoup de monde et j'ai beaucoup de messages et vraiment je pense qu'on peut dire que l'opinion publique n'a pas compris cette décision. On a beaucoup de messages qui arrivent aussi par les médias, par certains médias, et en fait personne n'a compris cette décision et je pense que la Cour de cassation doit se poser quand même des questions et répondre à ces questions. Le fait de ne pas avoir répondu favorablement, vous savez, il y a une loi qui dit qu'un assassin doit payer son meurtre. Donc cette Cour de cassation n'a pas du tout, pour moi, été courageuse quant à leur prise de décision. Alors, soit ils n'ont pas été courageux, ou soit il y a une autre raison. En tout cas, quand je vois que dans le verdict qui a été annoncé, on est un petit peu la faute, on va dire les choses très simplement, puisque à l'époque, en 1986, les enquêteurs, c'est ce que nous a dit le premier président de la Cour de cassation, les enquêteurs n'ont pas fait leur travail correctement, et les juges d'instruction qui étaient en charge du dossier non plus. Donc, qu'est-ce que nous, on pouvait faire, alors qu'on a remué ciel et terre, pour pouvoir garder quand même... C'est comme si vous n'en aviez pas fait assez, et en reprenant votre histoire, on va comprendre ô combien vous n'avez jamais cessé de vous battre, vous et toute votre famille. Tout à fait. Un tout petit mot avant de reprendre l'histoire, et Maître, on va aussi parler du combat que vous menez maintenant, tous les deux, de cet appel que vous lancez au garde des Sceaux. Avant cela, je voudrais votre réaction d'homme. Parce que vous êtes aussi un homme engagé aux côtés de la famille Bonfanti, en plus d'être leur avocat. Quand cette décision elle a été rendue, quand vous l'avez entendue, comment vous l'avez vécue ? Alors en tant qu'homme, et non pas en tant qu'avocat, j'ai été abasourdi par cette décision, et plus la lecture de l'arrêt était faite par le premier président, plus je comprenais qu'on allait effectivement vers un fiasco judiciaire. Alors, d'un côté, le premier président nous expliquait que la Cour de cassation était là pour faire appliquer le droit, et nous, on se disait, tout au long, mais enfin, la prescription va être acquise, et tout ce combat risque de se terminer là, tout ça pour ça, quoi. Pourquoi avoir mobilisé l'Assemblée plénière pour confirmer la position de la Chambre criminelle? Voilà, tout l'espoir s'est effiloché en quelques secondes, et ça a été une profonde déception pour la famille d'abord, pour les autres dossiers qui sont en cours, et puis également moi en tant qu'homme, c'est vrai que j'ai été profondément déçu. Alors on va permettre à nos téléspectateurs de tout comprendre en reprenant l'histoire, parce qu'effectivement quand on retrace l'histoire, on voit l'aberration de cette situation. On va remonter au 22 mai 1986, on va regarder une photo peut-être d'abord que vous nous avez gentiment donnée avec vos filles. 22 mai 1986, ça fait 6 ans que vous êtes mariés avec Marie-Thérèse Bonfanti, c'est votre photo de mariage du 17 mai 1980. Elle était comment, Marie-Thérèse ? C'était une femme qui avait la joie de vivre,
et qui avait toujours un mot de gentillesse pour remonter notamment son frère et ses sœurs. Et c'était une femme qui était connue en général, même dans la petite commune où on habitait, qui était beaucoup appréciée. Et elle avait beaucoup d'amour pour les personnes, en fait. Et on le voit dans son sourire, dans son regard. Oui. On est donc le 22 mai 86. Vous allez rentrer du travail. Marie-Thérèse, elle est allée faire une distribution de journaux gratuits, notamment dans un petit village à Pontcharrat, pas très très loin de où vous vivez. Quand vous rentrez, elle n'est pas rentrée, ce qui n'est pas normal. Vous vous rendez compte que vos 2 premiers enfants n'ont pas été cherchés, n'ont pas été récupérés auprès de la nounou. Vous allez commencer à vous inquiéter. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là ? Alors je crois que j'ai été voir si ma voisine, parce que il y avait des sas entre 2 appartements, et on avait l'habitude, puisqu'elles se connaissaient, elles avaient été en classe ensemble, elles se gardaient les enfants, donc on ouvrait les portes des appartements et la porte du sas était fermée. Et donc je vais voir cette amie et je lui demande si elle n'a pas vu Marie-Thérèse. Elle me dit écoute, non, je l'ai pas vue de l'après-midi. Et tout d'un coup, j'entends le téléphone qui sonne à la maison et c'est donc la nourrice qui m'appelle et qui me demande où est donc la maman des petits, puisque elle devait partir en urgence et Marie-Thérèse devait les récupérer donc avant qu'elle parte. Ouais. Alors moi, je signale à la nourrice que je sais pas où elle est justement et que je me demande effectivement ce qui se passe, parce que j'étais au courant effectivement de l'organigramme de cette journée. Et elle me dit écoutez, elle a senti en fait qu'il fallait qu'elle annule. Et elle a annulé donc ses rendez-vous. Elle m'a dit écoutez, cherchez-la et puis ça fait rien, je garde les petits. Tout le monde à ce moment-là a un mauvais pressentiment, comme on dit. Vous allez prendre votre voiture, vous allez aller chercher Marie-Thérèse, vous allez aller à Pontcharrat et vous allez retrouver son véhicule. Oui. Sur le véhicule, il y a encore les clés. Oui. Il y a son sac à main sur le siège passager. La voiture, elle est mal garée devant une grande maison. Oui. Qu'est-ce que vous vous dites ? Je me dis c'est bizarre parce que c'est pas ses habitudes. C'était pas ses habitudes. Et effectivement, là, pour le coup, elle a déposé des paquets de journaux donc pour la personne qui était en charge d'aller les distribuer dans la commune de Pontcharrat. Et donc je suis allé dans l'entrée. Je me suis dit je vais la trouver dans l'entrée, fatalement. Et dans l'entrée, je vois les paquets bien empilés, la sacoche où il y avait tous les bons assignés de travail, et puis tout était bien rangé et pas de Marie-Thérèse. Alors qu'est-ce que je fais ? Je savais que la personne qui travaillait pour nous venait d'être papa, puisque sa femme était à la maternité, et donc je savais qu'il était à la maternité. Ouais. Alors là, je me suis interrogé. Mais quand même, je suis monté dans les étages pour frapper à la porte. Et je me revois frapper, et puis insister, parce que là, je comprenais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Vous allez croiser à ce moment-là un homme qui a une vingtaine d'années. Oui. Qui s'appelle Yves Chatin. Vous ne savez pas de qui il s'agit. Non. Vous allez le voir, rien de plus. Je le vois passer, c'est tout. Cet homme, il va être entendu, maître, assez rapidement, parce que y a une enquête qui est déclenchée, parce qu'on ne retrouve pas Marie-Thérèse. Et là, on va se rendre compte que Yves Chatin a déjà un passé judiciaire lourd. Il a déjà un passé judiciaire inquiétant. Donc on va le placer sous le régime de la garde à vue, tout comme d'ailleurs Monsieur Bonfanti, ce qui n'est pas anormal en soi, puisqu'on commence par là. Il fera moins d'heures de garde à vue d'ailleurs que Monsieur Bonfanti, et il ressortira, on va dire, libre, sans être inquiété, et c'est après qu'une instruction a été lancée pour enlèvement, séquestration. Et là, il n'a pas été mis en examen, à l'époque mise en accusation. Il n'a pas été inquiété du tout. On est resté sur la base des auditions qu'il a pu se faire dans le cadre de la gendarmerie, mais on n'est pas allé beaucoup plus loin dans le cadre de l'instruction,
pas de mise en examen. L'enquête ne se fait quasiment pas. Yves Chatin, malgré son passé que vous venez de nous rappeler, il n'est pas inquiété. On va faire un saut dans le temps. 87, on dit il n'y a rien dans ce dossier. Marie-Thérèse Bonfanti a disparu à tout jamais. Il n'y a pas de traces, il n'y a rien. On clôt le dossier. Il y a un non-lieu qui est rendu. Vous ne baissez pas les bras. Vous allez commencer à constituer, des années après, un rapport. Vous travaillez de façon acharnée pour tout ressortir. Vous faites le travail des enquêteurs. Oui. Ce dossier, il est extrêmement fouillé. Il est extrêmement précis. Vous y avez passé, j'imagine, vos jours et vos nuits. Et ce dossier, il est tellement détaillé, il est tellement bien fait, maître, que ça va conduire à la réouverture du dossier. On est en 2022. Oui, on est en 2020. 2020. Vous avez raison de rappeler ça. C'est toute la famille soudée avec un ami, Jean-Pierre, qui ont travaillé ce dossier uniquement, je le dis bien, uniquement sur la base des éléments qu'il y avait dans le dossier. On n'a pas ramené d'autres éléments nouveaux. Et là, monsieur Éric Vaillant, alors procureur de la République de Grenoble, transmet le dossier à la gendarmerie, la section cold case de Grenoble, avec le major Doudet et toute son équipe, et ils ont revérifié tout ce qui avait été fait justement par la famille, avec des moyens bien sûr beaucoup plus importants. Et c'est en 2022, vous venez de le rappeler, que monsieur Chatin est interpellé. Puisqu'il y a donc votre dossier, réouverture de l'enquête, de nouveau une garde à vue pour Yves Chatin, et là, Yves Chatin, on est en 2022, on rappelle que Marie-Thérèse Bonfanti a disparu en 86, Yves Chatin avoue tout. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, il avoue au bout de 4 ou 5 auditions quand même, parce qu'il résiste effectivement aux diverses questions des gendarmes, et il dit qu'il va cracher le morceau. Donc non seulement il dit qu'il a tué Marie-Thérèse Bonfanti, il explique comment, et il dit où il a jeté le corps, tel un sac poubelle, dans la forêt avoisinante, et ce qui a permis d'obtenir des aveux circonstanciés, et quelques semaines après, des fragments du corps ont été retrouvés, ce qui faisait qu'effectivement la boucle était bouclée. On avait le nom du meurtrier, on avait retrouvé quelques fragments du corps, et effectivement on pouvait espérer un procès. On a des aveux, on a retrouvé le corps de Marie-Thérèse. Vous d'abord, à ce moment-là, vous vous dites quoi ? Vous vous dites qu'il y a un aboutissement, un premier aboutissement ? Oui, moi, je me suis dit que les choses allaient dans le bon sens, et que on allait pouvoir continuer le processus en fait judiciaire, et aller vers effectivement une justice normale. Bien sûr. Avoir un procès, avoir une peine de prononcer, voilà, et pouvoir commencer un deuil aussi, parce qu'on sait que quand il y a un coupable et qu'il est condamné, on peut commencer son deuil. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. On va passer très vite sur tous les épisodes judiciaires, mais vous allez tous les deux et toute votre famille vous battre pour qu'il y ait un procès. Et puis après moult épisodes, vendredi dernier, Cour de cassation, il y a 8 jours, dit non, il n'y aura pas de procès parce qu'il y a prescription. Et que les choses n'ont pas été faites pour que la prescription saute. Je passe un peu sur les détails techniques, mais il y a prescription. Pour vous, cette décision, Maître, d'abord, elle est insupportable. On aurait pu faire autrement. Ça ne serait pas la première fois que l'Assemblée plénière fait évoluer le droit. Tout le monde dans la salle et en dehors de la salle pensait que le droit allait évoluer sur la question de la dissimulation du corps, et qu'on puisse l'assimiler à un fait insurmontable. Oui, parce qu'on dit, pour nos téléspectateurs, la Cour de cassation dit il y a un élément qui n'était pas insurmontable dans ce dossier, c'est qu'il n'y avait pas de corps, il était caché, et donc on aurait pu enquêter. Voilà. Alors, on reproche, c'est tout le paradoxe de l'affaire Bonfanti, c'est qu'en 1988, je vais essayer de vulgariser, en 1988, la chambre d'accusation, on disait, confirme l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, malgré le fait que l'avocat de l'époque avait sollicité une confrontation et une reconstitution. Ils ont estimé que ce n'était pas utile, donc on confirme, et la chambre d'accusation... C'est important ce que vous dites. Je me permets de le traduire encore plus simplement et vulgairement, mais en gros la justice dit à un moment, c'est pas la peine d'en faire plus, et aujourd'hui on vous dit, oui mais il fallait en faire plus à l'époque. Vous auriez dû... Alors, elle nous dit aussi, à l'époque, c'est très important, si vous voulez revenir devant la justice, il faut apporter des charges nouvelles. Sauf que, pour apporter des charges nouvelles, il fallait d'abord en avoir, la science n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, etc. Et il fallait que ce soit le procureur de la République ou le procureur général qui saisisse le juge d'instruction. On ne pouvait pas refaire redémarrer une procédure comme ça. Donc, et aujourd'hui, on vient nous dire, en 2026,
finalement, c'est la sanction de l'inertie. Alors l'inertie de qui ? Des enquêteurs, des juges, de la famille. Ça, elle ne le dit pas, mais c'est l'inertie qui sanctionne effectivement la question de la prescription. C'est tout le paradoxe. Comment, depuis 8 jours, vous vivez avec l'idée que cet homme, il est libre, qu'il a sa vie, qu'il est inquiété de rien, qu'il peut vivre comme n'importe qui, alors que vous portez ce poids ? Moi, ce que je veux dire, c'est que finalement, il a gagné. C'est lui qui a raison, en fait. Il a dissimulé le corps pendant toutes ces années. On n'est pas dupe, on a bien compris qu'il a avoué parce qu'il savait très bien qu'il y avait la prescription qui le couvrait. Et c'est pour ça qu'on se bat, pour que justement, dans ces cas-là, précisément, la prescription, elle doit tomber. C'est d'une évidence implacable. Toute personne que je rencontre aujourd'hui, qui viennent ou qui m'interpellent aujourd'hui dans la rue, ils me reconnaissent, ils me le disent. Ils me disent, mais c'est quoi cette justice ? Les gens ne comprennent pas, ils n'ont pas compris. C'est votre nouveau combat. L'idée, et c'est important, vous interpellez directement le garde des Sceaux pour que la législation évolue. Vous avez rédigé cette semaine un courrier à destination du garde des Sceaux. Il est très précis. Vous avez rédigé l'article à rentrer dans le droit. On voit cette lettre qui est là. Elle fait quelques pages. Vous avez rédigé l'article. Il faut le prendre et il faut le mettre dans le droit. Ça, c'est pas ma lettre, ça. Ça, c'est pas votre lettre. Alors, on va remettre votre lettre qui va apparaître. C'est important parce qu'on parle de votre dossier, mais il y a 7 autres dossiers au pôle de Nanterre aujourd'hui qui pourraient tomber si on applique la même règle que pour vous. Donc, il y a 7 familles, au moins, aujourd'hui identifiées au pôle de Nanterre, qui sont dans votre même situation. Qu'est-ce que vous demandez concrètement au garde des Sceaux ? Quel message vous lui envoyez ? Il nous écoute peut-être. Alors s'il nous écoute, je l'espère, c'est qu'effectivement cet arrêt Bonfanti, comme il n'a pas voulu aller beaucoup plus loin sur la question de la dissimulation du corps pour être assimilé à un fait insurmontable, eh bien que la loi le fasse, c'est-à-dire que le ministère de la Justice fasse en sorte que cet article 9.3 du Code de procédure pénale assimile clairement, alors si on peut voir ma lettre, ça sera très intéressant, assimile clairement la dissimulation au fait insurmontable qui rend impossible l'exercice des poursuites. Quelle que soit d'ailleurs même s'il y a une suspicion d'infraction. Parce qu'en fait, ce qu'on nous reproche, c'est qu'à partir du moment où on suspecte une infraction, il faut faire des actes d'instruction pour interrompre. Mais bien sûr que quand il y a une disparition, dès lors qu'elle est inquiétante, il y a forcément une suspicion à un moment ou à un autre d'une infraction, et notamment de la mort. Mais pour autant, faut-il encore que les juridictions, les juges d'instruction notamment et les enquêteurs veuillent accomplir des actes et ne pas rendre que des ordonnances de non-lieu. Donc ce que je lui demande, c'est clarifier la chose. J'ai tout préparé le travail. C'est prêt. Si vous pouvez passer... on va pas pouvoir la voir, mais je peux attester, j'ai lu cette lettre et vous avez rédigé ces 4 lignes. J'ai fait l'exposé des motifs et j'ai même fait un tableau avant et après. Donc je peux pas faire plus. Si, je peux faire plus, mais dans le cadre d'une lettre, ce qu'il faut, c'est adapter le texte de loi à ce qu'attend la société aujourd'hui. La société ne peut pas laisser passer un criminel non jugé par la loi. Thierry Bonfanti, votre combat désormais, parce que malheureusement pour votre dossier, c'est terminé, c'est qu'il existe une sorte d'article de code, celui rédigé par votre avocat, qui serait l'article Bonfanti, l'article Marie-Thérèse. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dossiers, comme vous l'aviez dit, qui sont en reste. Et il faut que ces familles, si on leur répond exactement ce qu'on nous a répondu, c'est à quoi sert un Paul Colcaise ? Ça sert plus à grand-chose, en fait. Si on n'est pas capable d'y dire le droit, tel qu'il doit être énoncé, c'est pas la peine, quoi. Donc effectivement, il faut qu'aujourd'hui il se passe quelque chose. Je ne suis pas compétent dans la matière, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Vous êtes bien accompagné en l'occurrence. Je pense que tous ceux qui vous regardent sont frappés par votre dignité, par votre courage, celui de votre famille aussi, il faut penser à eux parce que vous êtes bien entouré avec vos enfants. Comment vous tenez ? Comment vous tenez depuis 1986, après le coup que vous venez de prendre ?
et ce nouveau combat que vous lancez à la fois pour Marie-Thérèse, mais aussi avec la pensée de toutes les autres familles qui peuvent être dans votre situation? Bien, je pense que c'est un ensemble, effectivement. C'est heureusement qu'on est soudés et qu'on est nombreux, puisque on est quand même 6, tous ensemble. Et je joindrai Maître Boulou et Jean-Pierre, bien sûr, qui nous a beaucoup aidés dans toute cette enquête. Et je dirais que tout cela fait que on se pose pas de questions, en fait. On est un petit peu blindé, je vais parler simplement. On est un petit peu blindé et on est déterminé. C'est notre détermination qui fait que on a envie d'avancer. Il y a beaucoup de familles qui sont dans le même cas et c'est surtout maintenant pour elles qu'on se bat. On a eu les mots de l'avocat destinés au garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, il sera à 18h ce soir sur LCI. Qu'est-ce que vous lui dites avec mots d'homme, vos mots d'époux? Je dis que la justice rend la loi, on en est conscient, et ma foi, on accepte l'inacceptable. Mais je pense qu'elle devrait, à l'avenir, être un peu plus humaine et peut-être faire un petit peu plus cas des familles qui sont victimes. Et malgré tout, un assassin reste un assassin. Et on n'a pas le droit de déroger à cette règle. Qui a le droit d'enlever la vie à une autre personne? Qui a le droit? Personne. Merci beaucoup Thierry Bonfanti. Cette lettre, elle a été adressée au garde des Sceaux. Il sera ce soir sur LCI. On espère évidemment que ça bouge et on espère qu'il y aura cet article Marie-Thérèse Bonfanti. Un grand merci pour votre confiance. Un grand merci d'être venu sur le plateau d'Histoire criminelle. Vous restez avec nous dans un instant. On va se replonger il y a 35 ans. C'était il y a 35 ans, quasiment jour pour jour. La petite Anaïs Marcelli, elle avait 10 ans. Anaïs, elle a été enlevée à la sortie de l'école. Elle a été retrouvée quelques mois plus tard, étranglée, abandonnée sur le bord d'un chemin. Un corbeau a revendiqué avec des termes absolument horribles. Au moins à 7 reprises cet enlèvement et cet assassinat. Il en a revendiqué d'autres. Est-ce qu'on peut, 35 ans après, savoir la vérité? On va se replonger dans cette enquête dans un instant. À tout de suite. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur LCI, la suite d'Histoire criminelle. Dans un instant, nous allons nous plonger dans l'enlèvement et le meurtre de la petite Anaïs Marcelli. Ça fait 35 ans, quasiment jour pour jour, que cette petite fille a été enlevée. Qui est le mystérieux corbeau qui revendique cet acte absolument terrible? On va se replonger dans l'enquête dans un instant, juste après le viseur de Guillaume Fard. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Ravi de vous retrouver dans votre viseur cette semaine. Une décision étonnante qui a surpris pas mal de monde, la décision de Cédric Jubilard cette semaine de changer d'avocat. Et oui, Cédric Jubilard a toujours surpris, étonné, parfois même provoqué par certaines de ses saillies, de ses sorties, on s'en souvient. Mais alors là, tout le monde a été pris de court. C'était la nouvelle de la semaine, la nouvelle judiciaire. Cédric Jubilard change d'avocat pour son procès en appel. Il a fait savoir via son nouvel avocat, donc Maître Dubuisson, avocat pénaliste toulousain, que le binôme qu'il avait défendu, enfin on peut dire bien défendu, ça a été unanimement salué par la presse judiciaire, composé de Maître Alexandre Martin et d'Emmanuel Franck, n'assurerait plus sa défense pour ce procès en appel. Grande surprise, et ça veut surtout dire que ce nouvel avocat, désormais, Maître Dubuisson, lui, va devoir rattraper 5 années de procédure, des milliers de pages de tomes judiciaires, et surtout définir une nouvelle stratégie de défense, puisqu'en tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté. Alors c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'il y a le changement d'avocat, mais on nous dit que c'est aussi un changement de stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous prenez acte du fait que d'abord, en première instance, il a été condamné à 30 années de réclusion criminelle. Et que donc, même si la plaidoirie d'Emmanuel Franck a été unanimement saluée, le résultat n'était pas le résultat attendu. Elle a plaidé l'acquittement et son client, ou ex-client désormais, a été condamné à 30 années de réclusion criminelle. Et donc, le pari de Maître Dubuisson, en tout cas c'est ce qu'il a dit nos confrères de la Dépêche du Midi, c'est que mettre à jour les failles techniques du dossier ne suffit pas.
ne suffit plus, puisque ça avait été bien fait par Emmanuel Franck en première instance, mais pour autant il est condamné. Donc il faut faire autrement. L'autrement, c'est essayer d'aller chercher plutôt l'empathie des jurés, c'est-à-dire que Cédric Jubilard fasse l'effort de s'ouvrir sur le plan de la personnalité pour se rendre plus sympathique, plus agréable, qu'il parle de son rapport à sa femme, ce qu'il a peu fait, qu'il parle de son rapport à ses enfants, ce qu'il a peu fait aussi. En tout cas, c'est la nouvelle stratégie de défense qui semble se dessiner avec désormais ce nouvel avocat. Oui, il est décidé à se battre désormais, Cédric Jubilard, c'est ce que dit son avocat dans un article de la Dépêche du Midi. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers comme ça où un changement d'avocat a totalement changé la donne et où on passe d'accusé à innocent? Alors totalement changé, non, mais par contre il y a un parallèle qu'on fait toujours, et là on va encore le faire, c'est avec l'affaire Viguier. Vous savez, cette affaire qui se passait à Toulouse d'ailleurs, où comme dans l'affaire Jubilard, il n'y avait pas de corps, pas de scène de crime, pas d'aveu avec un accusé qui était accusé du meurtre de sa femme. Dans l'affaire Viguier, Georges Catala, grande figure du barreau toulousain, ténor du barreau toulousain, obtient l'acquittement, lui, en première instance, qui n'était pas le cas dans l'affaire Jubilard. Et pour autant, Jacques Viguier avait décidé de changer d'avocat, ça avait surpris tout le monde. Et dans le binôme qui avait assuré sa défense, il y avait Maître Lévy, mais il y avait surtout un certain Éric Dupond-Moretti qui avait obtenu de nouveau de rechef l'acquittement, double acquittement pour Jacques Viguier. Donc il y a déjà eu cela, et ça veut dire surtout qu'en appel, tout peut changer. C'est ça qu'il faut aussi retenir. Peut-être que pour Cédric Jubilard, le destin judiciaire sera différent de la première instance. Le procès en appel, c'est pour quand ? On ne sait pas exactement. Ce que l'on sait, quand même, on a une information. Ça se tiendra à Toulouse. Il y avait un petit flottement, une petite hésitation en raison de travaux à la cour d'appel de Toulouse, mais ce sera bien à la cour d'appel de Toulouse. Et ensuite, il va y avoir une réunion là dans les prochains jours avec la défense, avec le parquet pour définir cette date. Encore plusieurs mois, pas avant la fin de l'année, selon toute vraisemblance. Merci beaucoup. Guillaume, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour un nouveau visage. Avec plaisir. Tout de suite, on va se plonger au cœur de l'enquête. Et on va se plonger au cœur d'une enquête qui a tout juste 35 ans cette semaine. 35 ans que la petite Anaïs Marcelli a été enlevée à la sortie de l'école. Elle n'avait que 700 mètres à faire pour retourner dans l'appartement familial, appartement où elle ne rentrera jamais. Son corps sera retrouvé quelques mois plus tard, étranglé, abandonné au bord d'un chemin. 35 ans après, la vérité est-elle possible ? C'est la question qu'on va se poser parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce dossier, notamment un fameux corbeau. On va tout vous expliquer avec nos avocats, Maître Aurélie Jaffard. Bonjour. Nos invités et Maître Aurélie Jaffard, avocat, c'est mieux dans ce sens-là. On n'a pas encore besoin d'avocat sur ce plateau pour l'instant. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes merci pour votre invitation. L'avocat de la mère d'Anaïs Marcelli que vous défendez, Madame Merklen. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Alain Bauer, également avec nous. Bonjour Alain, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous connaissez parfaitement cette affaire. C'est l'une des affaires que vous traitez dans vos ouvrages dédiés aux faits divers. Pas encore, mais elle est dans la liste. Elle est dans la liste. On en a reparlé tout à l'heure d'ailleurs. Au bout de l'enquête, saison 3, il y en a 2 autres, c'est le 3e, pour se replonger dans les grandes affaires criminelles et peut-être bientôt à venir celui d'Anaïs Marcelli, dossier que vous connaissez très bien par ailleurs. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, avant de rentrer dans le détail de cette affaire, je le disais, ça fait 35 ans, le 14 janvier dernier, que la petite Anaïs a été enlevée à la sortie de l'école. Ça fait donc un 35e anniversaire qu'ont dû endurer ses parents, notamment sa maman. Comment elle l'a vécu, ce 35e anniversaire ? C'est toujours très dur pour la maman d'Anaïs, qui est une femme forte. Elle se bat toujours encore, tous les jours. C'est l'espoir en fait quotidien qui l'anime pour se lever tous les jours et pour continuer à se battre. Elle sait que rien ne va ramener sa fille, mais peut-être que de comprendre, de savoir enfin ce qui s'est passé pourra l'apaiser. Aujourd'hui, ce dossier, il est au pôle cold case. On va rentrer dans tous les détails, mais ça bouge, ça avance, l'enquête continue à progresser. Ah oui, l'enquête avance. Il y a de nouvelles auditions qui ont été faites. Il y a des nouveaux prélèvements qui ont été faits. Tous les jours, on a de nouvelles pistes parce que l'appel en témoin qui a été lancé il y a 1 an a fait bouger un petit peu les choses. Disons qu'il y a des gens qui se sont même 34 ans après manifestés et chaque nouveau témoignage est pris au sérieux et ça donne de nouveaux éléments aux enquêteurs pour avancer. Alors on va reprendre cette histoire. D'abord revenir à ce 14 janvier 1991, ce trajet. Il est très important ce trajet parce que c'est là que tout se passe. On est donc à Mulhouse. Elle va sortir, Anaïs, du groupe scolaire du Nordfeld, fin d'après-midi. Elle va passer devant l'église Sainte-Geneviève qui est juste à côté. Il y a 700-800 mètres à faire pour aller, 700 mètres c'est ça, pour aller rue de Zurich où il y a l'appartement familial.
Et puis on a signalé la rue de Bâle parce que c'est le dernier endroit où elle est vue, c'est ça ? Alors précisément, c'est la rue Stalingrad, c'est à l'angle. Là, on est certain qu'on l'a vue parce que ses camarades ont pu en témoigner. C'est le dernier endroit où on a vu Anaïs. C'était à peu près à la moitié de son trajet jusqu'à la maison. À partir de là, on perd toute trace de la petite Anaïs. Alors, elle va disparaître fin d'après-midi. Ses parents vont évidemment alerter les autorités. Des recherches vont être enclenchées. Les parents partent à sa recherche. Ils partent à sa recherche. Même avec la chienne Belle oui. de leur chienne. La maman... Ils ne la retrouvent pas. Des amis vont à la recherche aussi. Il se trouve que pour des raisons liées au climat familial de l'époque, il y a un doute sur fugue ou disparition, il faut le dire. C'est une piste qui est évoquée. Et donc ça perturbe un peu la temporalité de l'action, de la volonté de recherche. Donc il y a toujours cette période de latence, elle va revenir, elle va pas revenir. Et ensuite, effectivement, il y a un processus d'enquête plus déterminé qui va se lancer. Pendant des longues semaines, on va rien trouver. On ne va pas retrouver Anaïs. On va écouter votre cliente, la maman d'Anaïs, qui va faire un point sur l'enquête devant les journalistes et surtout lancer un appel. C'est un cauchemar continuel. On a l'impression, quand on se réveille le matin, que non, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Qu'on a qu'à s'essuyer les yeux, à bien se frotter les yeux, et puis qu'on va se réveiller. Donc Anaïs sera là, c'est pas possible, mais non, c'est le vide, c'est l'absence. Et disons, plus que le temps passe, plus que c'est difficile à vivre. C'est l'incompréhension totale, il n'y a pas de nouvelles. Et puis, le 27 mars 1991, premier rebondissement dans cette affaire, on ne retrouve pas Anaïs, mais il y a une lettre qui arrive au groupe scolaire Le Norfeld, là où était scolarisée Anaïs. Lettre à destination à l'un des camarades d'Anaïs. Oui. Tapez à la machine à écrire, adressé aux élèves de CM2 de l'école Norfeld. Je vous lis juste le début, parce que la fin est pas supportable. Je vous adresse cette lettre pour vous donner des nouvelles de votre petite camarade Anaïs. Elle est en parfaite santé, elle est très douce et soumise, elle me plaît beaucoup. Je passe des instants merveilleux en son compagnie et le reste ne se raconte pas à l'antenne. C'est absolument monstrueux. Il dit qu'il veut la mettre enceinte, notamment dans cette lettre. Alain, rien qu'à la lecture de cette première lettre, adresser de tels mots à des enfants de CM2, on a un profil, on a un pervers, on a quelqu'un de sadique. Non, on a une lettre. On a une lettre dans un vide total, pas de corps, pas de scène d'enlèvement, je dirais de scène de crime, mais c'est pas le cas dans ce cas précis. Il y a une interrogation, il y a des éléments, mais tout le monde sait que la petite Anaïs a été enlevée. N'importe qui peut écrire cette lettre. C'est pas cette lettre qui provoque quelque chose, c'est la répétition non pas de cette lettre, mais de cette lettre attribuée par les experts au même auteur, avec des données très précises de style qu'on va appeler alsacianiste, dit l'expert de 94, je crois. Vous me confirmerez si je dis des bêtises. Dans les formulations des phrases. Des formulations un peu hop-là, comme diraient nos amis de style alsacien. Voilà. Mais il dit alsacianiste dans le rapport d'expertise. Et elles sont adressées, la première à l'école, jamais aux parents, mais par contre à tous les journalistes connus l'espace médiatique de l'époque, Jacques Pradel, Jean-Pierre Foucault, Patrick Menet, et on voit apparaître à ce moment-là un pervers, au sens psychocriminalistique du terme, qui annonce des éléments tout à fait impressionnants. Il dit « j'ai enlevé 600 personnes ». Il a des pulsions et des perversions clairement identifiées, notamment ce qu'on appelle l'ondinisme, et il annonce de manière régulière des éléments sur comment, pourquoi et à quel moment il a enlevé. Et à un moment, alors je ne sais pas si vous voulez que j'en parle à ce moment-là, il fait référence à un autre enlèvement qui a eu lieu en 1974 et qui va poser un nouveau problème qui est non pas 600 rapts imaginaires, non pas celui-ci de manière spécifique, puisqu'on retrouve le corps entre deux lettres. J'allais y venir. Faut le dire. On va revenir à une référence à quelque chose qui pourrait être un serial killer. Important parce que c'est effectivement ce qui nous permet de vraiment affiner le profil de cet individu. Entre-temps, en 91, en avril, 21 avril, le corps d'Anaïs va être retrouvé sur le col du Buisson en montant un petit sentier de randonnée. Oui, c'est ça. Le 21 avril 91, le corps d'Anaïs est retrouvé, alors posé sur des pierres, à moitié enseveli sous ces pierres, comme une mise en scène qu'on n'a pas tellement su expliquer. Et cette découverte, c'est déjà un choc pour la famille, parce que c'est la fin de tout espoir de retrouver Anaïs vivante. Et c'est une enquête pour meurtre qui s'ouvre. Et on attend l'autopsie pour essayer de comprendre. L'autopsie n'a pas
permis de dater exactement la mort parce que le corps est resté plusieurs semaines sous la neige. Au col du Busan, on est à 800 mètres d'altitude. Mais on a quand même appris que elle est morte d'asphyxie, donc a priori par strangulation, et qu'elle n'a pas subi de sévices sexuels. Voilà. À ce moment-là, on a donc le corps, on a ce corbeau qui va se répandre en lettres. Alain, c'est effectivement ce que vous commenciez à dire. On a vu la nature de ces lettres, absolument horribles. Elles sont par ailleurs extraordinairement longues. Celle de Jean-Pierre Foucault, c'est quasiment une dizaine de pages, je sais pas, 7 ou 8 en tout cas. Elle est, c'est une logorée qui raconte ses exploits, ses pulsions, ses transgressions. Et elles vont durer de 91 à 95, alors même que le corps est retrouvé, qu'on n'est plus dans l'idée qu'elle serait devenue une espèce d'esclave soumise, mais que là, on est véritablement dans un homicide. Et pourtant, les lettres vont continuer, puis brutalement s'interrompre. Mais dans une de ces lettres, au-delà des 600 rapts imaginaires, il y a un rapt réel, celui de 1974, 17 ans avant, à Sainte-Savine. Dans l'Aube. Dans l'Aube, qui annonce là qu'il a effectivement... Et les enquêteurs vont retrouver la victime, qui va donner, qui est vivante, qui va donner un certain nombre de détails, notamment sur la question ondinisme, qui vont amener à considérer qu'on est face à quelqu'un qui, effectivement, aurait agi au moins 2 fois. 74, 91, ce qui laisse penser que, comme ça n'arrive jamais avec un tel écart, soit il était en prison entre les deux, c'est une possibilité, soit il a recommencé, mais il n'y a pas eu d'identification des opérations. Et on est là dans les moments des grands serial killers et serial violeurs de l'époque, Dutroux, Fourniret, etc. Et commence à se poser la question de sommes-nous face à un serial quelque chose qui n'aurait pas encore été identifié. Alors on va le voir, il y a plusieurs noms qui sont évoqués. Si on reprend, parce que vous faites en fait une forme de frise chronologique, on va la regarder, cette frise chronologique. 74, cette agression dont vous parliez à Sainte-Savine, qui est donc avérée parce qu'il donne des détails dans sa lettre que lui seul peut connaître. Et que la victime est vivante. Et que la victime est vivante, donc elle peut témoigner. 91, l'enlèvement et le meurtre d'Anaïs qu'il revendique, cette lettre du corbeau jusqu'en 95 et 95 plus rien. Ces lettres, elles sont évidemment clés. Maître, elles ont, j'imagine, été analysées, scrutées. Il y a eu moult études de fait. Ces lettres sont des pièces essentielles du dossier parce que, comme vous l'avez dit, il y a des éléments qui font qu'elles ont une certaine cohérence. En fait, on voit que tout n'est pas farfelu. Donc, elles ont été expertisées. Il y a eu de la stylométrie, c'est-à-dire on analyse la stylométrie avant l'heure. Voilà, on analyse le style d'écriture. Comme on le fait dans l'affaire Grégory. Voilà, et c'est ce qui nous donne quelques éléments. Par exemple, les experts disent tous que c'est quelqu'un qui est très intelligent, et pourtant ses lettres sont truffées de fautes d'orthographe, ce qui semble être un leurre, en fait, pour les enquêteurs, pour les induire vers une mauvaise piste. Alors on va étudier plein de pistes, notamment celle du grand-père d'Anaïs. Pourquoi on s'intéresse au grand-père ? Alors, comme souvent dans ce genre d'affaires de disparition d'enfants, les proches sont souvent suspectés et on creuse autour de la famille. Et c'est vrai que le grand-père est suspecté parce que il n'a pas un alibi fiable pour cette soirée, parce que ses déclarations ont un petit peu varié au fil de ses auditions. Et donc on finit par le mettre en garde à vue, le grand-père. Et malgré tout, il n'y a jamais eu d'éléments qui ont permis d'arriver jusqu'à sa mise en examen. Donc ça reste une piste parmi d'autres. Alors pour revenir sur les lettres et sur le grand-père, d'ailleurs, pour compléter, on a d'ailleurs montré la photo du grand-père à la victime de Sainte-Savine, qui ne le reconnaît pas. Et elle dit expressément que ça n'est pas son agresseur. Voilà. Alors qu'on avait un temps émis l'hypothèse que le corbeau serait le grand-père, et donc parce que le grand-père, dans sa vie intime, coche certaines cases, mais comme dans toute cette affaire, pas toutes. On a beaucoup de suspects qui cochent beaucoup de cases, mais pas toutes. Et c'est là où on se rend compte qu'il faut toujours se méfier de l'intime conviction initiale des enquêteurs, des journalistes ou de l'opinion publique, car de temps en temps, on arrive devant un mur. Le mur de l'ADN, le plus souvent, mais pas seulement. Le mur des incohérences. Alors, le grand-père est très incohérent dans ses horaires vers 18h, puisqu'Anaïs, elle disparaît entre 18h, elle sort de l'école, 18h10,
Elle disparaît, 18h20, sa mère commence à venir la chercher. Exactement. Donc c'est un temps très court. Et le petit Nicolas, qui est le dernier élève qui la voit, dit non, mais elle tourne là et elle disparaît parce qu'elle court toujours. Elle court tout le temps, Anaïs. Elle rentre toujours en courant. Elle part toujours en courant tout le temps. Parce qu'elle est toujours en retard, parce qu'elle s'est fait engueuler, parce qu'elle n'avait pas rendu ses devoirs le jour précédent, parce que. Mais voilà, c'est un tout petit tempo. On peut disparaître très vite, on le voit, retrouver le corps très tard, même si c'est à côté de la RN 66. C'est pas au fin fond des bois, c'est pas le petit Émile. C'est vraiment le long de la route. On sent bien qu'il y a une mise en scène, qu'il y a eu quelque chose, que le corps a été conservé, en tout cas un certain temps. Voilà. Mais là, on est dans une phase où on trouve des suspects, ils cochent beaucoup de cases, on se dit ça y est, et à plusieurs reprises, et puis pas du tout. Donc la famille, on regarde le grand-père, on regarde, vous le disiez, vous l'évoquiez rapidement, les potentiels tueurs en série qui auraient pu agir dans le domaine. Il y en a une demi-douzaine, dont Michel Stokes. Oui, un Dutroux inconnu, parce que c'est vrai que le Stokes, moi-même, je l'avais un peu oublié. C'est un chauffeur routier belge qui va mourir dans l'incendie de sa cellule. Donc, déjà, dans des toutes les circonstances pourraient amener à partir. Et on y croit au départ à cette piste. Bien sûr, parce qu'il a un pédigré qui correspond à peu près, mais là aussi, pas reconnu, pas identifié, et il manque une case. Il manque une croix dans la case. Ce qui est fou dans cette affaire, c'est qu'il y a donc ces lettres. Sur ces lettres, on a un ADN partiel. On a de la salive. Oui. Et ça ne matche avec aucun fichier au niveau européen. De l'époque. Parce qu'on n'a pas encore l'ADN de parentèle. Non, je dis ça parce qu'on n'a pas encore l'ADN de parentèle. On n'a pas encore l'ADN flottant. C'est la nouveauté dont nous parlerons probablement un jour chez vous. C'est la nouveauté de la semaine. Les Japonais ont inventé ou ont découvert qu'on pouvait avoir de l'ADN flottant dans l'air et que ça pouvait rajouter des éléments. Donc chaque fois, on a une brique nouvelle dans la criminalistique, dans les nouvelles technologies. On n'a pas encore de la vraie stylométrie, même si on trouve un style de graphologie, on va dire. Donc on sent bien qu'on a des éléments qui chaque fois apparaissent, mais pas suffisamment tôt pour avoir un élément qui pourrait permettre de cocher la dernière case, celle qui pourrait l'intime conviction des magistrats pour dire bon ça y est, on y va. Alors tout est lancé, c'était ensemble il y a un an que vous avez lancé un nouvel appel à témoins, puisque ce dossier, on le rappelle, il est au pôle Cold Case de Nanterre. On va le revoir, cet appel à témoins, parce que c'est un numéro de téléphone que les gens peuvent toujours composer, le 0800 35 83 35, pour tous ceux qui ont vu des choses, qui ont des souvenirs, qui pourraient apporter des éléments. Vous nous disiez rapidement, il y a eu des appels, il y a eu des témoignages. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on progresse réellement ? Chaque nouvel appel est un nouvel espoir. Donc il faut laisser la chance à tout élément qui arrive. C'est-à-dire, une personne 35 ans après regrette de n'avoir rien dit, pensait que c'était pas important, finalement se souvient. Il faut téléphoner, il faut donner ces éléments aux enquêteurs et ça permet de lancer de nouvelles investigations. Donc là, les enquêteurs se sont à nouveau déplacés à Mulhouse à la suite de cet appel à témoins pour entendre certaines personnes, pour faire de nouvelles analyses. Donc oui, chaque témoignage compte. Même 35 ans. Il y a aussi des mensonges qui tout d'un coup sont avoués. On se rappelle la voiture verte dans l'affaire Grégory. Oui. Non, j'ai rien vu, mais j'étais avec mon amant, donc je ne l'ai pas dit. Mais en fait, je l'ai vu. Oui. Et l'amant aussi, d'ailleurs. Enfin, vous voyez, ces éléments-là, ça met un certain temps pour que le cerveau humain, le sentiment de culpabilité remonte. Donc, faut jamais douter. C'est toujours extrêmement important. Moi, j'étais très étonné que cette affaire soit une des premières prises par le pôle Cold Case. Moi, je l'avais plutôt mis. Moi, j'ai une liste de 300. J'avais plutôt mis en bas. Donc, c'était une bonne nouvelle. Parce que on a de temps en temps le sentiment qu'on va rien avoir à raconter. Ouais. Vous faites une exceptionnelle émission, mais qui se nourrit de témoins, d'informations, d'expertise, de compétences. Si on a la même chose depuis 1991 et qu'on arrive en vous disant il s'est rien passé depuis 1991, on est un peu dans la difficulté. Là, on a des éléments, des techniques, des intérêts. Le pôle Cold Case fait pas ça au hasard. Ils peuvent pas prendre toutes les affaires. D'autant qu'on est passé de 300. Maintenant, la plupart des gens qui, grâce au procureur d'Alest, ont permis de lancer le pôle Cold Case. En fait, il y en a 1500, 2000, peut-être 3000. Donc voilà, on lance les appels européens pour, vous savez, des cadavres qu'on a retrouvés sur des bords de route. On en a trouvé plus d'un tiers identifiés, enfin, avec des poursuites, parfois des condamnations, des disparus de la 10. Enfin, on a toute une série d'affaires qui rendent espoir et confiance, à la fois dans le système judiciaire d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue procédure et d'un point de vue recherche de la vérité, découverte de la vérité et parfois punition et condamnation. Aujourd'hui, vous pensez que c'est la science,
avec toutes les nouvelles technologies qu'on a, avec le Paul Colcase peut utiliser, avec les nouvelles méthodes qui peuvent permettre de faire déboucher, ou est-ce que vous pensez que c'est un mensonge, un silence, quelqu'un qui craquera et qui parlera? Je pense que la vérité peut venir de partout. Donc, on attend, on garde espoir, on relance ce dossier, parce que l'émission que vous faites, vous l'avez dit, elle est très importante pour qu'on n'oublie pas Anaïs, pour que les personnes qui hésitent depuis 35 ans parlent et disent oui, alors c'est peut-être pas important, mais j'ai vu ça ou j'ai entendu ça. Si, tout est important. Et puis il y a aussi les progrès des analyses, des techniques scientifiques. Alors la parentèle, l'ADN de parentèle se fait déjà. Donc ça, c'est des... Mais il s'étend de plus en plus. Voilà, une parentèle de plus en plus éloignée. On en est au 6e ou 7e degré. C'est incroyable ce qu'on peut découvrir. Ça ouvre le spectre. On rappelle ce numéro de téléphone, l'appel à témoins, on le redonne parce que c'est évidemment extrêmement important, le 0800 35 83 35 pour toute personne qui peut avoir envie de parler 35 ans après la disparition. Vous me permettez de rajouter un petit point ? Par rapport à votre discussion que vous avez eue sur la prescription, je suis un ferme défenseur de la prescription. La prescription, ça permet parfois aussi la manifestation de la vérité pour des gens qui se disent qu'ils ne risquent plus rien, mais qu'au moins dire la vérité, c'est un élément qui pourrait aussi soulager les familles. Donc il faut aussi avoir des partisans de la prescription pour comprendre en quoi elle peut être utile. Et notamment d'avouer, et on espère que ce sera le cas, quelqu'un qui parlera dans l'affaire d'Anaïs. Merci beaucoup, Maître, d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup, Alain, d'être venu. À bientôt. Vous restez évidemment avec nous sur LCI. Vous savez qu'Histoire criminelle, c'est aussi en podcast si vous voulez nous écouter, nous réécouter dans la semaine sur toutes les plateformes. Et puis je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour d'autres histoires criminelles.